Donc je m'appelle DC's, je suis connu pour rapper, donc je suis un rappeur. Mais à côté de ça, j'ai écrit 2 romans, j'ai fait du cinéma, du théâtre, et voilà. C'est déjà pas mal. Et je sors mon 10e album qui s'appelle Rap Machine. Ils ont fait des choix, ils ont toujours fait des vœux. Je fais de la bête de bon, bête de bon, bête de bon sens. J'ai fait du chemin depuis mon premier disque. Je fais de la bête de bon, bête de bon, bête de bon sens. Ce soir tu sors et tu tournes dans la ville. Viens faire des trucs débiles, grosse ambiance, des concerts de Q6. Et je fais de la bête de bon sens. C'est de la bête de bon, bête de bon, bête de bon sens. Ok. Et donc ouais, c'est ton 10e album sur une carrière d'à peu près une quinzaine d'années, c'est ça? C'est ça. Un des trucs un peu particuliers de ta carrière et de tes albums, c'est que on peut suivre ta progression du début à la fin. Avec, c'est un peu la construction d'un homme et la construction d'une carrière, avec des doutes parfois, avec des forces parfois, avec des évolutions, chose qu'on ne retrouve pas forcément chez les autres rappeurs. Je sais pas, je pense à un Booba où tu suis l'évolution dans le rap, etc. Mais tu sais pas trop ce qu'il a fait de sa vie. Akhenaton, il a fait des petits trucs. Sur l'Invictus, il parlait de son fils, des relations avec son fils, etc. Mais il n'était pas non plus. Alors voilà, c'est assez rare chez un rappeur. Comment t'expliques ça et est-ce que c'est une chose que tu as voulu. C'est une patte que tu as voulu imposer ou comment t'expliques la... En fait, tout est naturel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Je me suis dit pas. Je ne me dis pas c'est ma marque de fabrique. C'est juste que je suis une éponge, que je m'imbibe de ce que je vis et que dans mes albums, bah, je presse l'éponge. Donc forcément, il y a ce que je vis. Je pense que c'est l'apanage de. Enfin, beaucoup d'artistes font ça. En littérature, en cinéma, même en musique. Tu prends le premier album de Biggie, même s'il y a toute une part de fantasme dedans. Son premier album, il raconte sa vie, ses doutes, ses rêves, ses conneries, c'est bon. Et c'est ce qu'on aime dans le premier album d'un artiste. Et moi, j'ai essayé à chaque fois, à chaque album, bah, de raconter le laps de temps qu'il y avait eu entre cet album, l'album que je sors, et l'album précédent. Donc c'est pour ça que je mets beaucoup de moi. C'est ma matière première. C'est ce que je vis. Mais c'est pas quelque chose de nombriliste où je parle que de mes petites névroses et tout. Je déteste ça. J'essaie aussi de déjà voir que je suis pas plus important qu'un autre, que ma vie n'est pas si différente que celle des autres. Et donc quand j'écris, j'ai cette conscience-là. Et donc j'essaie de me dire que la manière que j'ai de retranscrire certaines choses peut toucher d'autres gens qui vivent la même chose, qui vivent la même chose. Ok, ouais. Et du coup, si on repart du début de ta carrière et justement de cette évolution, toi, t'es arrivé comment au hip-hop? Et je parle bien de hip-hop et pas de rap, Ok. vraiment sur toute la... Moi, je vois pas de différence. Enfin, Non, mais dans les disciplines, parce Ouais, que... oui, d'accord. Comment je suis arrivé à ça? Bah, je suis né en 78. Donc j'ai grandi dans les années 80 et 90. Je venais d'un quartier à Évry, dans le 91. C'était difficile d'échapper à ce mouvement-là, quoi. Difficile d'échapper au fait d'essayer de taguer, d'essayer de danser, d'essayer de rapper. DJ, c'était pas possible. J'avais pas les moyens pour m'acheter une platine et tout ça, même si j'ai dû essayer, j'ai vu que c'était pas pour moi. Mais c'était difficile d'échapper à ça. C'était une mode tellement aspirante Ouais. que voilà que j'étais obligé d'y passer, quoi. Et dans ton nouvel album, tu parles de ta période de graffeur. Et ça, on n'en avait pas du tout, pas beaucoup entendu parler avant. Ma période d'apprenti D'apprenti graffeur, graffeur, parce que voilà. j'étais bien naze, je peux te le dire, moi. Ah, c'est pour Oh ça a pas shit, duré. oh, j'étais bien nul. Ouais. Ah ouais, des lettrages pétés, des trucs, mais j'y allais. Ouais. J'y allais, j'essayais, j'étais fasciné par ce que je dis dedans à quelqu'un qui est mon frère aujourd'hui, qui s'appelle Tonio, qui lui graffait et tout, taguait, et quand il m'en parlait, mais ça me fascinait. C'est-à-dire qu'il me disait, ouais, on est parti hier, on a fait des entrepôts, on avait peur, on s'est fait courser, trucs. Donc t'as fait les trains, t'as fait les trucs. C'était magnifique. Ouais. J'en ai dû faire un ou deux. Ouais. Une ou deux fois plutôt. Mais c'était... Tu sais, quand t'es ado et qu'on te raconte ça, c'est ce qu'on aime dans la littérature, c'est ce qu'on aime dans le cinéma, c'est tout ça, c'est la projection, c'est le fait de prendre un vaisseau spatial et de t'imaginer en train de le faire, et après t'essaies de le faire. Et dans le tag, il y avait ça. Il y avait, c'est ce que je dis à la fin, en fait, un tagger, c'est un super-héros. Ouais. Tu te caches la nuit, tu mets ton masque pour aller faire quelque chose, tu vois. Et en plus, quand tu réfléchis, même si c'était pas ça qui me motivait à l'époque, quand j'avais 17 piges et tout, mais il y a une espèce une espèce de revanche sur la société. Tu vas taguer les trains qui amènent tes parents au taf tous les jours.
tu vois. Ouais. Tu vas les défoncer et mettre de l'art dessus. Plutôt que de pisser dessus ou les brûler, tu vas faire des dessins dessus. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, après, ça coûte cher quand tu te fais attraper, c'est relou. Et donc, tu amènes des problèmes à tes parents. Donc, c'est relou. Ouais. Mais dans le côté métaphore, c'est super beau. T'as un espace de liberté, quoi, artistique, c'est fantastique. Ouais, avec cette vision, ouais. Et du coup, bon, le taxe, c'était pas ton truc. Enfin, c'était ton truc. C'était mon truc dans la tête, dans la mais tête, pas dans les mains. Pas dans les mains. C'est ça. Et Le main, elle voulait bégayer. et donc, du coup, tu t'es mis dans Rimeur à gage, c'est ça? Là, d'abord, j'ai rappé en solo. Ouais. J'ai rappé en solo, je suis allé à l'école à Paris, et puis j'ai rencontré un mec qui s'appelait Lexda, Ouais. qui était un toaster sur de la jungle, et qui m'a présenté un mec qui s'appelait Lolo, Mhm. Lolo Boss à l'époque, qui préparait une compile, qui allait être indépendant 91, 93, 13, avec Troisième Œil, Ok. et d'autres artistes. Et puis j'ai rencontré donc DJ Bomb, qui vient à Marseille maintenant, et JMD, Mhm. qui allait devenir mon faiseur de musique officiel, si on peut dire. Et puis, et après, j'ai intégré Rimeur à gage. Entre temps, voilà, j'ai intégré Rimeur à gage. Ok, Rimeur à gage, c'était. Parce qu'on trouve très peu d'infos sur Rimeur à gage. C'est FD Phénomène, Ouais. Soupa Moussiman, Fouta Barge, Mhm. JMD et moi. Ok. Non, non. Donc, JMD était déjà là avant. Ah bah, c'est le mec qui faisait les sons de Rimeur à gage, Ok, d'accord. Et Qui a après, fait j'ai le son intégré du Poisson Rouge. qui a fait tout l'album Poisson Rouge, Ok. à part un ou deux morceaux, un ou deux instruments. Ok. Juste avant Poisson Rouge, il y a eu le gros démarrage, ça a été la BO de Taxi 2. Et t'as un nouveau public aujourd'hui et t'as un ancien public. Pour les plus jeunes, les BO de Taxi, c'était des trucs incroyables. Ah ouais. Ça a fait ressortir des tas de rappeurs Ah oui, oui. et des tas d'artistes et c'était les meilleurs BO. Et donc ça fait quoi le jour où t'avais un coup de fil pour te dire, parce que Rimeur à gage, c'était pas un truc, pas un truc qui a eu l'explosion de cette BO. Mhm. Le jour où on t'appelle pour te dire on va te mettre dans la BO Taxi, qu'est-ce qui s'est passé Mais en fait, tout s'est tellement enchaîné vite à cette époque-là que j'avais que des... C'était les montagnes russes en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'en l'espace de 2 mois, j'ai eu... Quand j'ai sorti mon premier vinyle, où il y avait Bête de Bombe 1, qui s'appelait Ce que les gens veulent entendre. Ouais. Joey Star avait une émission sur Sky BOSS à l'époque. Il a tabassé ce son-là, en criant dessus comme un dingue. Et bon, déjà, ça, c'était un truc de ouf. Après, on m'appelle quelques temps après pour venir poser sur l'album de Troisième Œil avec Don Choa, donc de l'AFF. Ouais. Et l'AFF, il défonçait tout à l'époque. Donc, deuxième truc de dingue. Troisième truc de dingue. Après, on m'appelle pour faire la BO de Taxi 2. Et Taxi 1 avait tout défoncé. Donc, ça faisait. Et après, c'est après hein, que je sors, je pète les plombs. Et je pète les plombs qui défoncent tout. Donc, tu avais une espèce de séquence de perfect pile. Ouais. Je tirais, à chaque fois que je tirais, C'est bah, 2000. c'était dans le mille. Ouais, parce que Donc, c'était beaucoup. de la BO de Taxi, il y a pas mal d'artistes qui sont sortis. Il y avait Nutty dedans, il y avait Dialan. Gerlan, Il y avait Nutty, il y avait Eloquence, Faflarage. Je sais pas Ah, si Eloquence, il c'est était Taxi celui d'après 3. Taxi 3, ouais. Et il y avait Vasquez Louzi, Ouais. du groupe Les du 9. Mais t'es celui qui est vraiment ressorti et qui a vraiment fait le. Non, Nutty, il a fait un gros Ouais. album qui a tout défoncé après aussi. Nutty, il a commencé Faflarage sur- aussi. Il a commencé là-dessus aussi, Nutty. Non, non, c'était Il y des avait mecs avant, il y avait- avant. Même Faflarage, ils avaient fait des trucs avant. Faflarage, Même Les du ouais. 9. C'était un petit peu moins le rookie dans l'histoire. Mm. Les du 9, ils avaient déjà sorti des beaux projets et tout. Ouais. C'était Gerlan et moi en fait. Pas de rime à l'eau de rose, plutôt pro, sève d'écorce. À tous ceux qui me feront un procès, vous les complexez du tort, je vous fais du tort. À votre propre amour propre, j'avoue. C'est sûr que si t'aimes que toi, bah tu seras jamais jaloux. Dis-toi, je suis là pour longtemps. Crois-moi, c'est garanti. J'ai le choix, je sais, mais pourtant, c'est toi que j'ai choisi. Gerlan et moi. Ouais, ça s'est bien passé. Yes. Et donc, après, le Poisson Rouge. Et le Poisson Rouge, c'est un truc qui a marqué des générations. Mm. C'est pareil, qu'est-ce qui se passe sur le Poisson Rouge? C'est déjà l'idée, ça vient d'un film, c'est ça? Poisson rouge, non. Poisson rouge, ça vient d'une vraie Non, histoire. pas le Poisson Rouge, excuse-moi, Je pète les je plombs. pète les plombs. Ah oui, oui. Je pète les plombs, ça vient du film Chute libre Ouais. de Joel Schumacher avec Michael Douglas. Moi, à l'époque, quand j'écris ce titre-là, je suis pas connu du tout. Je travaille au McDo en intérim. Et c'est pour une mixtape au départ, ce titre. Une mixtape Nouvelle Donne. Voilà, et j'écris en 15 minutes dans ma chambre sur un instru de JMD mal bouclé. Mais c'est ce qui a fait la syncope du truc. Et on le sort et on l'envoie
envoie en cassette, les DJ répondent des trucs de ouf, on aime trop style, trop fort, trop bien et tout. Ça se Après on l'a diffuse, sorti en vinyle, Joey Star elle l'a retabassé dans sa radio, et là, c'était parti. Et Joey Star, justement, c'est marrant parce que sur le Poisson Rouge, t'as Joey Star et t'as Akhenaton sur le même truc, qui parlait de ce que les gens veulent entendre. En fait, le titre dans le Poisson Rouge, je me souviens plus exactement du titre, mais en tout cas, c'est ça, c'est même ce que les gens veulent entendre. Avec Joey Star. Avec Joey En tout Star, cas, il en c'est parle à un moment donné. les rumeurs. Le Voilà, titre c'est ça. avec Joey Star, c'est les rumeurs. Il Le en titre parle avec à un moment donné, Akhenaton, c'est. Ah, j'ai oublié le nom. Moi aussi. Mais, Je suis un ouf. mais ouais, et donc Joey Star et Akhenaton sur le même disque, Ouais. ça aussi c'est une propulsion qui est incroyable parce que Ouais. je sais même pas si c'est déjà arrivé. avant. Non. Mais Je crois que après- c'était fait sur une compile après, mais pour un artiste. Ouais. Ouais. C'était. Ouais. Donc c'est assez fou. Donc tout voilà, le début de carrière c'est imperfect. Ouais. Et dans le Poisson Rouge on retrouve des thèmes qui te suivent après sur tous tes albums. Il y a des mémoires comme ça, bon, t'as le rap game évidemment, Mhm. t'as Toi tes racines, Mhm. il y a l'amour qui est Mhm. assez rare pour un rappeur à l'époque, Mhm. un peu moins aujourd'hui mais à l'époque beaucoup. Et puis il y en a un quatrième que j'ai oublié. Je sais pas, peut-être la spiritualité un peu. Ouais, ou- totalement. Mais Et ce côté storytelling aussi. ouais. Qui est déjà dans. C'est un peu ma marque de On fabrique. retrouve J'aime beaucoup, bien ouais. raconter Ouais. des histoires. Ouais. Et justement, du coup, sur le côté racine, toi, tu as enchaîné en faisant, bon, il y a eu jeu de société, où c'était un peu le même système, avec plus de storytelling peut-être. Ouais. Et puis tu as fait un disque que tu as produit, que tu as distribué au Sénégal. C'est ça. C'est pareil dans la construction. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que tu en parlais déjà, il y avait Nibi dans le C'est Poisson ça. Rouge. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a... En fait, j'ai pu aller au Sénégal déjà parce que j'avais l'âge. Moi, le succès, il est arrivé, j'avais 19 ans. Ouais. Tu vois. Donc, et donc, je suis allé au Sénégal à 20 ans. Et donc, j'ai sorti mon album, j'avais 21 ans, donc un an après. Et donc, je raconte Nibi, donc c'est qui est le retour aux sources. Parce que pour la première fois, j'allais donc dans un pays que je connais pas, qui est le mien de par mon père. Et en tant que métis, déjà en tant que... Pour quelqu'un qui va en Afrique pour la première fois, en Afrique noire pour la première fois, tu sais que ta vie, elle sera différente après. Parce que tu vois des choses avec tes yeux. Je parle pas que de pauvreté, hein, mais la manière dont... L'image qu'on a de l'Afrique, c'est pas la même chose que quand il va. Donc forcément, en tant qu'artiste, je parlais de sensibilité tout à l'heure, ça m'a inspiré. C'est en ça que j'ai fait Nibi. Sauf que c'était tellement grand ce que j'avais vécu que je pouvais pas le raconter que dans une chanson. Et tellement j'ai été submergé de plein de choses en allant au Sénégal pour la première fois qu'il fallait que je le raconte sur tout un disque. Et dans ma construction personnelle, je me suis dit, écoute, j'ai développé une carrière en France. Et j'ai raconté mes 15-16 ans de banlieusard. Eh ben, je vais raconter mes 1 ou 2 ans de voyage au Sénégal sur un disque. Et c'est en ça que j'ai fait au Sénégal un album qui s'appelle Santi Allah, dans lequel j'ai raconté 6-7 titres qui racontent juste un petit Français métis franco-sénégalais qui va au Sénégal pour la première fois et qui découvre sa culture. Ouais. Et après, je l'ai sorti en France. Et dans Nibi, tu disais au Sénégal, je suis encore plus clair qu'un tout couleur, et alors qu'en France, pour certains, j'ai trop de couleurs. Comment ça a été accueilli là-bas l'album? Extraordinairement de dingue. Ouais. De oufement dingue. Je peux faire que des barbarismes pour répondre, Ouais. parce que rien à voir avec la France. J'ai eu un très bon accueil en Ouais. France aussi. Mais en France, il y avait un effet de mode, il y a tout ça et tout. À l'image du pays, même si j'aime pas l'angélisme, parce qu'il y a aussi des choses qui vont pas en Afrique et au Sénégal, mais la générosité des gens là-bas, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que quand j'ai sorti mon album là-bas, c'était... Et ça me... Rien que d'en parler, j'ai envie d'en refaire un et d'y aller, parce que c'est une autre manière. Là-bas, les paroles, c'est extrêmement important. Ici aussi, c'est important pour une partie du public. Mais il y en a, c'est juste des fois juste pour un truc. Et là-bas, ils font attention à tout. Et ils étaient tellement touchés qu'un métis franco-sénégalais qui n'a pas grandi au Sénégal, parle du Sénégal, soit fier de ses racines sénégalaises, fasse des titres où j'essaie de chanter en Wolof avec mon accent ridicule qui fait rire tout le monde. Mais ils étaient tellement touchés qu'ils me le rendaient. Enfin, c'était magnifique. Magnifique. Ok. Et
on a parlé des racines et après, toujours dans la progression, tu as une période où le rap c'est plus ton truc et tu l'expliques dans This Is The End, dans tout l'album, avec des titres pour moi sont incroyables. Il y a la partie Flowmatique qui est, je pense, une leçon de rap, Bien, merci. vraiment. Pourquoi les gens qui ont suivi cette période du rap peuvent comprendre pourquoi il y a eu un ras-le-bol, mais si tu peux le réexpliquer, parce que je pense que le rap d'aujourd'hui a pas du tout la même valeur que le rap de l'époque. Ouais, oui. Bah, en fait, c'est juste un espèce de désenchantement, une désillusion, où, d'un point de vue extérieur, je voyais que le rap, qu'on n'appréciait pas le rap selon des critères qui, pour moi, avaient fait le rap, et pour toute ma génération, et les gens qui connaissent vraiment cette musique-là, c'est-à-dire que ne rappaient que les gens qui savaient rapper, quand moi j'ai commencé. Ouais. T'arrivais pas en radio, et genre tu sais pas rapper, t'as beau être le plus balèze du monde, avoir je sais pas combien de lignes dans ton casier judiciaire, tu sais pas rapper, tu dégages. Ouais. De toi-même. Parce que tu vas rapper, tu vas te ridiculiser. Il y a des découpeurs à côté, c'est l'époque de Time Bomb. Ouais. Tu vois ce que je dis? Des découpeurs, des arracheurs en flow, en style, en métaphore, en tout. Donc quand t'arrivais, t'avais intérêt à être au niveau. Tu vois? Ceux qui n'avaient pas de niveau, d'eux-mêmes, ils dégageaient. On est passé dans autre chose après 50 Cent, où, je dis 50 Cent parce qu'à chaque fois, c'est le curseur de ce qui se passe aux États-Unis quand on voit le truc en France. Ou des raisons extérieures pouvaient faire que ça passait. Bon, ok, c'est pas grave. Donc ça, déjà, ça a mis le rap dans une autre ambiance. Et en plus, j'avais à cette époque-là aussi, j'arrivais plus à me faire comprendre sur certains trucs. J'avais des problèmes dans ma vie personnelle. J'avais fait des erreurs en télé sur des interventions à la télé et tout, Anna. Et j'étais pas dans un bon karma. Ouais. Il y a quelque chose qui allait pas. Et vu que je suis sensible, j'ai dit ok, j'arrête. Et j'ai arrêté. Ouais, donc tu me disais sur 50 Cent. En fait, moi, cette partie-là, j'écoutais beaucoup Skyrock à cette époque-là et j'ai l'impression que la programmation sur Skyrock a énormément changé à ce moment-là. Sans faire de jugement et d'intention, beaucoup plus de tragédie et de Factor X que du rap, que de FF ou de DC's ou d'autres choses à cette époque-là. Aujourd'hui, on a la capacité de. Enfin, voilà, le rap passe plus forcément par Skyrock ni par Génération. Il y a des médias qui sont plus. Vous créez vos propres. Déjà, il y a Internet déjà. Voilà, c'est ça. Oui. Est-ce que c'est. Pour toi, c'est plus le côté ricain qui arrive en France et. Ou il y a aussi une petite partie de ça. C'est-à-dire le côté, on avait un média qui était tout puissant et qui donnait les lignes directrices. Et après, et donc ça a un petit peu faussé un petit peu ce qui faisait le rap à l'époque. Dire en gros, est-ce que cette espèce de désenchantement du rap est dû à Skyrock? Ouais. En gros. Ouais. En tout cas, ce manque de levier. Parce qu'en fait, il y avait Skyrock, il n'y avait rien d'autre. Il y avait un peu la télé pour certains artistes, mais très peu. Ouais. Moi, bah oui, en partie. C'est-à-dire que. Mais après, si t'as qu'un média, qu'un gros média, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas forcément que de la faute de ce média-là. Après, c'est les choix de programmation de ce média-là qui font que le rap qui marche et qui donne le paquebot du rap va dans cette direction-là. Oui. Bien sûr. Ça, oui, en partie. Mais c'est surtout qu'aux États-Unis, on est passé aussi dans autre chose. Ouais. On est le reflet de ce qui se passe là-bas. On n'invente rien, on n'invente rien en France. Les rappeurs français n'inventent rien. Dans la globalité, les rappeurs français n'inventent rien. On regarde ce qui se fait aux États-Unis pour s'autoriser à le faire ici. Ouais. Donc si ce qui marche le plus là-bas, c'est quelque chose de beaucoup plus pas factice, mais superficiel, bah forcément, ça va avoir des effets ici aussi. Ouais. C'est toujours un peu le cas, parce qu'aujourd'hui à New York, ils sont en train de se crêper le chignon en permanence et ça permet à d'autres villes d'émerger aux États-Unis. Et ils ont une scène qui est richissime. Et c'est un peu pareil en France maintenant. À l'époque, il y avait Paris-Marseille, maintenant il y a Toulouse, Montpellier. Ouais, et ça c'est bien. Partout. Ça c'est bien, mais à la différence des États-Unis où effectivement tu as Young Thug qui défonce tout, et puis après tu vas avoir Chief Keef, même s'ils vendent pas de disques, mais qui est tellement qui influence beaucoup de gens.
d'un côté, t'as Drake, t'as Kanye West, t'as Kendrick Lamar. Déjà, tous les artistes que je viens de te citer, ils font pas la même chose. Ouais. Ils sont puissants chacun dans leur champ de force, mais ils font pas la même chose. Il y a des mini similitudes, ils font pas la même chose. Pourtant, il y a eu quasiment des mélanges, Young Thug mis à part, avec eux tous. Ouais. Chief Keef a posé avec Kanye West. Kanye West vient de poser avec Kendrick Lamar sur le remix de trucs. Drake a posé avec Kanye West et Big Sean. Donc tu vois bien que tous ces gens-là, qui sont censés faire une musique différente, c'est-à-dire qu'ils font du rap, mais c'est vraiment différent, tu vois, eh ben ils ont collaboré. Ouais. Nous en France, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Mais Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui pour moi fait qu'en France, ça va pas. Plus que de dire que c'est que la radio, que truc, chacun sa part de responsabilité. Les médias ont la part de responsabilité. Parce qu'il n'y a pas de médias rap fort fait par des gens compétents qui se réunissent. Il y a différents satellites, tu vois, ABCDR du son, Sindanu Kasongo dans son coin, Cher de Get Busy, tu vois, il y a différents trucs, mais il n'y a pas un gros média où des gens ultra compétents se rassemblent pour faire un truc puissant qui donne le là. Ouais. Bah, c'est ce qui fait que c'est les Inrocks qui vont donner le là, tu vois. Ok. Et en plus, nous, entre artistes, on se regarde tous en chien de faïence et personne n'ose poser avec un tel, ou alors c'est des groupes d'artistes qui posent entre eux. Ouais. Ça a un peu changé ça quand il y a eu toute l'équipe de l'entourage qui est arrivée. Et il y a eu justement tout un nouveau. J'ai l'impression que les anciens ont commencé à poser avec les petits nouveaux et il y a eu un petit mélange. Ça a duré un temps. Ouais, mais c'était pas. Là, je parle pas d'une question d'ancien et de nouveau. Parce que ça, c'est des questions d'âge. Je te parle de courant. Ouais, d'accord. De courant. Ah, Tu vois, c'est-à-dire sûr que que t'as dans pas. les t'auras jamais un Caris avec cet match par exemple. Ça colle pas, ça marche pas. Ouais. Ok. Mais après, ça peut être d'autres artistes, d'autres trucs, tu vois, mais ça se mélange pas. Ouais. Ou alors les artistes qui sont passés d'un courant à l'autre, c'est une transformation, ils ont pas de. Ok. Du coup, toi, quel regard tu portes sur cette nouvelle vague qui est arrivée et dans laquelle toi tu t'es parfaitement greffé? Il y a eu beaucoup d'anciens, c'est un peu moche à dire, mais beaucoup d'artistes qui étaient présents depuis longtemps dans le rap qui ont essayé de se greffer à ça, ou en tout cas qui ont essayé d'émerger à nouveau. Il n'y a pas beaucoup qui ont réussi. Comment toi t'expliques que toi ça c'est repris comme ça Mais parce que moi, quand je fais ça, c'est naturel en fait. C'est-à-dire que moi, je me dis pas, ah ouais, t'as 37 ans, pose avec un jeune de 20 ans et tu vas prendre sa jeunesse. Je suis pas un vampire. Ouais. C'est juste qu'il rappe bien le mec et je rappe avec lui. Fin de l'histoire. À cette époque-là, j'avais des discussions pour que je fasse un titre avec Lino. J'espère que ça va se faire, tu vois. Parce que Lino, c'est un découpeur, c'est un mec qui écrit super bien. Et voilà. C'est-à-dire que je me pose pas la question. Le seul critère, c'est est-ce que tu rappes bien? Parce que je viens de cette époque-là. Aujourd'hui, les rappeurs, ils s'en foutent de ça. Les rappeurs d'une certaine génération, ils te le disent. Moi, j'ai pas de message, je rappe pas bien, mais j'ai des choses à dire. Ouais. Bah, ça, c'est le truc d'aujourd'hui, tu vois. Moi, ce qui fait que je suis encore en vie artistiquement, c'est que je rappe bien. Tout simplement. Je rappe bien et je comprends les codes d'aujourd'hui et je suis pas figé dans mes codes à moi des années 90 en disant c'était notre époque la mieux. Moi, je pense pas ça. Ouais. Je pense pas que notre époque était mieux que truc. Parce que quand nous à l'époque on disait les années 90 c'est les meilleures années, les mecs qui avaient 20 ans dans les années 80 disaient mais non, tu vois, t'es toujours le con d'un autre, t'es toujours le vieux con d'un autre, t'es toujours le jeune con d'un autre. Moi j'ai compris ça depuis longtemps. J'essaie juste de faire de la bonne musique. C'est pour ça que quand je fais Peter Punk, c'est parce qu'on pourrait penser que oui c'était pour vendre plus de disques ou je sais pas quoi. Non, c'est juste que je suis le truc, je sens que le rap est en train de se popifier dans le bon sens du terme. Et j'ai envie de faire ça. Peter Punk, t'as repris la vague un peu de nerd, des André 3000 et compagnie. Exactement. Et t'as voulu l'apporter en France. Exactement. Ouais. Avec mes codes à moi, c'est-à-dire que t'écoutes Peter Punk, tu peux pas dire ok ça il a pris sur André 3000, ça il a pris sur truc. Non. T'écoutes Peter Punk, tu vas sentir que j'ai écouté Prince, George Michael, Talking Heads quand j'étais plus jeune, sans savoir que c'est Talking Heads. Tu vois, c'est toute l'influence des années 80 et qui est passé dans mes oreilles et hop, bah je le fais. Ça c'était pas du tout suite au ras-le-bol de Decision, c'était vraiment une. En fait, c'est simple. Quand j'ai sorti This Is the End, l'album Peter Punk était déjà enregistré. D'accord, ok. Ouais. Donc tu vois, c'est-à-dire que j'ai enregistré This Is the End en mars
Et en mai-juin, j'étais à New York pour enregistrer Peter Punk. Ouais. Donc je savais que j'allais faire Peter Punk quand j'ai fait This Is The End. Ok. Et Peter Punk, c'était pas forcément du rap, c'était plus pop, c'était plus. C'était... Même dans la Ah oui, oui. dans la silhouette. En fait, c'est là où j'ai raté Peter Punk. Ouais. C'est que c'était pas totalement assumé. C'est-à-dire que j'ai réécouté le disque et j'ai été très étonné de la richesse des textes. C'est-à-dire que j'avais oublié que j'avais produit des textes aussi bons. Mais vraiment. Mhm. Ah ouais, j'ai fait ah ouais. Les monstres, le morceau Les Monstres, j'ai fait ah ouais. Mais j'avais pas la connaissance marketing que j'ai aujourd'hui et la maîtrise en artwork que j'ai aujourd'hui. Ouais. La manière de présenter mon travail. Mhm. Aujourd'hui, je sais le faire. Avant, je savais pas le faire. Et en plus, avant, j'avais beaucoup de complexes. C'est pour ça qu'il y a les cheveux qui ont poussé. C'est pour ça que je me suis habillé différemment. Parce que Ouais. pour moi, j'avais tellement peur qu'on dise ah, c'est plus du rap, c'est plus d'ici, c'est de la merde, que j'ai dit ah non, non, mais derrière le disque, quand la merde de présente, ah non, non, mais vous inquiétez pas, hein, c'est pas du rap. Alors que fuck, aujourd'hui, j'aurais fait écoutez, ma musique aujourd'hui, elle est comme ça. Fin de l'histoire. Ouais. C'est ce que je fais aujourd'hui parce que j'ai de l'assurance. À cette époque-là, quand je fais Peter Punk, j'ai pas cette assurance. Mais j'aurais pas cette assurance que j'ai aujourd'hui si j'étais pas passé par Peter Punk. Il a fallu que je plonge avec beaucoup de maladresse et d'erreurs marketing pour faire Peter Punk, pour que je reste en vie aujourd'hui. Ouais. Chose que des rappeurs n'osent pas faire aujourd'hui. Pour ça que des rappeurs aujourd'hui rappent avec de l'autotune, Mhm. restent ancrés dans leur truc et tout, parce qu'ils osent pas se montrer en tant que chanteur et des trucs, parce que ça montre une faiblesse, une fragilité. Mais c'est ce qu'on aime dans le chant. Quand tu écoutes Marvin Gaye, tu sens que c'est un mec qui est fragile aussi. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Sauf qu'il y a tous ces trucs de ouais, négro fragile de trucs, que voilà, que t'oses pas, que truc, et c'est ça le bon lézard syndrome, c'est Mais que qui tu vas était pas assumé. oser montrer. Qui était déjà assumé dans le Poisson Rouge, plus ou moins. Exactement. Donc, tu disais, ok, fuck, tant pis. Rien que Ghetto Sitcom, Ouais. c'est C'est ma l'histoire d'un- marque de fabrique, elle est là. l'histoire d'un mec qui rencontre une meuf, c'est ça qui- Voilà, Ouais. c'est juste déconstruire l'hyper-mec du quartier. Ouais. Tu vois? Et le fait de raconter que t'as pas d'oseille, t'as rendez-vous avec une meuf, tu vas à Sephora pour voler du parfum pour sentir bon, tous les mecs de quartier le faisaient, sauf que c'est la chouma de dire ça. Ouais. Tu dois montrer que non, t'as l'oseille pour acheter le parfum. C'est pas vrai, on sait tous que t'as pas l'oseille. Moi, je l'ai raconté. Ouais. Tu vois? Ma marque de fabrique, elle est là. Je l'ai fait avant tout le monde ici. Il y avait l'avocat des anges aussi. Tu vois? L'avocat des anges, pareil. Ah Ça, oui. c'était avant Drake, avant Kanye West, avant tout ça. Ouais. Tu vois? Ouais. Je dis pas que j'ai inventé quelque chose. Je dis juste qu'en France, oser assumer ta sensiblerie, à l'époque où je l'ai fait, ça ne se faisait pas. Personne ne faisait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et après, parce que aussi, les gens ils mélangent tout. Ils disent, ok, ça veut dire que tu fais un morceau comme ça veut dire que t'as un bouffon. Mm. Tu vois? Ben non. C'est pas parce que dans un texte tu dis que truc, que celui qui vient me manquer de respect ou qui essaie de me mettre à l'amende ou je sais pas quoi, on va se bagarrer, on est des mecs de quartier, on va y aller, y a pas de Ouais. problème. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, si on parle rap encore, est-ce que toi, j'aime bien poser cette question à chaque fois, les gens vont se dire, il la pose tout le temps, c'est relou. T'as une punchline préférée dans le rap? Parce que moi, t'as une phase que tu as fait et tu en parles jamais, mais que je trouve dingue et j'ai saoulé ma mère avec ça des fois. C'est je me fous du monde et je prépare ma libération, je suis le nouvel observateur en pleine expansion, j'ai trouvé ça tellement fort. Ah ouais? Et pourtant, Ah, c'est dans Fuck You partie 1 sur l'album Les histoires extraordinaires d'un jeune de banlieue. Je crois que même c'est dans Ah non, c'est dans C'est ça la France? Non. C'est dans C'est ça la France. Le fou du monde est préparé. Ah oui, Ouais. mais je l'ai reprise après. Et que Ah oui, oui. Incroyable. Et on a Ah, tous où des- je reprends les quotidiens et je fais le. Voilà, c'est ça. Et on en a tous, on en a plein. On a une Mm. liste de punchlines qu'on adore. Toi, est-ce qu'il y a un truc, en dehors des tiennes évidemment, Ouais. je connais pas. Tellement. Ah, c'est une question difficile. Ouais, ouais. Attends que je réponse. C'est pas une punchline. C'est une phrase tellement forte d'un morceau qui est pour moi le meilleur morceau de rap français de toute l'histoire, de toute la planète entière du monde. C'est Les mains sales du Raluciano. Et c'est quand il dit le monde sur mesure existe dans un coin du cerveau. Ouais. Ah, c'est juste. C'est tellement vrai. Voilà. Pour moi, c'est la phrase la plus. C'est pas mal, c'est vrai. Ouais. Et on va être C'est ça la France. Donc tu avais fait C'est ça la France, donc Le Poisson Rouge, C'est ça la France 2 peut-être dans le jeu de société. Est-ce que tu pourrais faire un C'est ça la France 3 demain et qu'est-ce que tu raconterais demain? Ah, mais je le ferais totalement différemment parce que ces deux morceaux-là, en fait, sont vraiment emplis de clichés. Ouais.
sur le petit français, sur tout ça. C'est un peu une dialectique qu'il y avait à l'époque, tu vois, où diaboliser le FN, le truc, dire que truc. C'était maladroit, mais ça correspondait à mon âge, tu vois. Mm. À mon âge et surtout, voilà, moi j'ai grandi dans les années 80, donc c'est la suite et c'est surtout le 80-90, c'est le résultat des SOS racisme, de tout ce truc-là hyper cynique. Et donc, bah forcément, j'étais un produit de ça, tu vois. Mais c'est ça la France, je le ferais différemment aujourd'hui. Je le ferais vraiment différemment. Tu raconterais quoi dedans? Donc c'est ça la France? Ouais. Je parlerai de la vraie France, celle que je vois Ouais. tous les jours. Celle des petits gens qui espèrent juste avoir une vie normale, qui sont submergés par plein de problèmes et à qui on montre tous les jours que le méchant, c'est un autre petit gens qui est musulman ou qui vient des quartiers. Ouais. Tu vois? Et c'est la France, c'est montrer que celui qui habite à la campagne, c'est le ch'ti qui sait pas parler et qu'on montre dans ses travers stupides. Ouais. Alors que c'est pas parce qu'il est ch'ti, c'est qu'on a fait exprès de prendre des gens qui viennent d'une certaine région de la France, de prendre des mecs qui savent pas parler français. Alors tu pourrais très bien en prendre dans le 16e, tu pourrais très bien en prendre partout, mais tu veux montrer dans ta ligne éditoriale bien cynique que les ch'tis sont plus teubés que les autres. Ouais. Ces gens-là qui font ça, franchement, faut mieux que j'écrive des chansons pour dire que j'ai envie de les tuer dans mes chansons plutôt que de le dire dans une interview. Ouais. Mais c'est un truc de ouf. Ouais. C'est un truc de ouf. Et, ouais. Et après, dans les thèmes aussi récurrents, tu as l'amour, donc on en a parlé tout à l'heure. Toute la trilogie lucide, extra-lucide, translucide a été un peu fondée là-dessus. Comment tu l'as construit cette trilogie? Qu'est-ce qui est... Il y a cette partie amour, mais il y a aussi cette partie revival un peu. Mhm. Qu'est-ce Bah, la trilogie lucide, elle fait suite à l'autodestruction de Decision, dans lequel je dis j'arrête, c'est fini. Ensuite, il y a l'échec de Peter Punk. Donc, c'est dans une carrière artistique, c'est très très dur. Et donc, il y a forcément une remise en question. Il y a un désenchantement total. Et après, bah, soit tu reprends du poil de la bête et t'essayes et t'y vas, mais tu dois sacrifier beaucoup de choses. Ce que j'ai fait. Mhm. Ou soit tu restes dans cette autodestruction et tu dis, bon, bah vas-y, c'était fini, c'est fini, et tu vis avec tes remords. Lucide, pourquoi lucide? Parce que pour pouvoir revenir, il fallait que je regarde ma carrière, le monde et l'époque dans laquelle je vivais avec lucidité. Parce que quand tu es dans la dépression, quand tu es dépressif, c'est que tu n'es plus lucide. Quand tu vois tout en gris, quand tu n'as plus de poignée pour avoir des plaisirs dans la vie, c'est que tu n'es plus lucide. Il y a des gens, c'est pour ça qu'il y a des gens, ils sont riches, ils ont des enfants, ils ont tous, mais ils sont dépressifs. Tu vois? Le remède à la dépression, selon moi, c'est pas les psychologues et tout ça et tout. Eux, ils peuvent t'aider et te mettre sur un chemin. C'est la lucidité. C'est-à-dire faire la part des choses. Te dire, ok, j'ai raté mon taf. Ok, j'ai eu des déceptions. Ok, j'ai eu des échecs et tout. Ah non, mais qu'est-ce que je fais avec mes pions que j'ai aujourd'hui? J'ai des gosses. C'est déjà une putain de bénédiction d'avoir des gosses. Déjà, c'est un truc de ouf. Parce que les gens qui aimeraient avoir des gosses. Donc, tu as des gosses déjà. Tes gosses n'ont rien demandé. Tu les vois tous les matins, ils te voient comme le roi. Tu es un super héros pour eux. Ils voient pas tes trucs. Ouais, mais j'ai pas vendu de disque. Ouais, mes trucs, j'ai fait un Olympia, il était pas rempli. Truc, nanana. Peter Punk, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Ils voient pas ça. Pour eux, t'es le plus beau, t'es le plus fort du monde. Donc, si tu arrives à t'inspirer du regard qu'ils portent sur toi, déjà, ça répare ton cœur, déjà. Déjà, t'es réparé, déjà. Et déjà, tu as une motivation pour dire, ok, mon fils, il me voit comme un super-héros, eh ben, je vais faire le super-héros. Et je vais correspondre à ce qu'il fait. Tu vois? Et là, tu récupères de la lucidité, tu te reconstruis et tu repars. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec Lucide. Et à partir du moment où j'ai fait ça, où malgré tous les trucs, mes erreurs et tout, mes trucs que j'avais ratés et tout, j'ai remis du positif quand même, la machine, elle est repartie, et elle est encore mieux partie qu'avant. Tu vois? Et ce qui m'a amené à ça, c'est pas mal de lecture. C'est pour ça que je pousse les gens à lire. C'est pas pour faire le rappeur intello et qu'on m'invite en télé qu'on disait ah, il s'exprime bien avec un paternalisme de ouf, ce que je déteste et ces émissions-là, je les fais plus.
C'est juste parce que ça m'a sauvé, comme Malcolm X, le fait d'être en prison, de recopier le dictionnaire en entier, de s'intéresser à Shakespeare et de lire, ça l'a sauvé. C'est pour ça que je pousse les miens à lire. Parce que c'est extrêmement important. Ça t'apporte dans ta vie, ça résout des trucs de ouf. Et c'est quoi tu parles souvent de Tolstoï et de Malcolm X, t'as d'autres références littéraires? Il y a Razali, Imam al-Razali. Il y a Boris Vian. Ouais. Il y a Boris Vian, Saint-Exupéry. J'ai l'impression de parler que de ça, mais dans Le Poisson Rouge, t'avais déjà, c'était peut-être un peu moins assumé ce côté. C'était pas du tout assumé. Alors je lisais des bouquins avec. Mais il y avait le titre J'irai cracher sur vos temps. Ouais. Donc il y avait quand même un petit. Ah mais je lisais beaucoup. Ouais. Je lisais beaucoup. Depuis que j'ai l'âge de 14 ans, je lis. Ouais. Sauf que du milieu d'où je viens, la littérature, c'est mon frère, c'est pour les blancs. Quand je dis blanc, c'est pas que la couleur. Ouais. C'est riche, blanc, Ouais, pas bien nous. sûr. Pas nous. Alors que moi, je suis moitié blanc et que j'ai grandi avec des blancs. Mais dans le, tu vois, comme on parle chez nous, c'est ça. Ouais, vas-y, c'est un truc de batou. Ouais. Comment ça, c'est un truc de batou? Comment ça, lire, c'est un truc. Mais lire, c'est trop cool en fait. Ouais. Lire, c'est trop puissant. C'est trop puissant. Sauf que on a intégré le fait que c'était pas pour nous. Ouais. C'est difficile d'accès. Je pense qu'un jour, il faudrait que tu fasses un top 10 des trucs que tu vois, c'est aller chercher un livre et c'est comme un film. Parfois, tu peux regarder un film, c'est un mauvais film et c'est relou, mais t'as perdu 1h30 de ta vie. Tu veux lire un livre, c'est des jours, des semaines. Mais ça dépend quel livre tu lis. Voilà, c'est ça. Moi, je te dis, je mets l'autobiographie de Malcolm X dans n'importe quel mec de quartier. Ouais. Et tu lui dis, si tu finis le bouquin, je te donne 300 €, mais je vais vérifier que tu as bien lu le bouquin. Je suis persuadé que le mec va lire le bouquin et qu'à la fin du bouquin, il dira, je veux pas les 300 € parce que ce bouquin-là, il m'a trop apporté. C'est sûr. J'en suis sûr et certain. Ma main coupée. De toute façon, je l'ai déjà vu. Je donnais des cours au théâtre de l'Odéon à des élèves en réinsertion scolaire. Il y avait un petit des Bosquets qui n'avait rien à carrer du théâtre et de la dramaturgie, qui s'en foutait d'ici. J'étais pas son rappeur. Ils s'en foutaient, ils venaient, ils faisaient rien. J'avais toujours mon bouquin, l'autobiographie de Malcolm X, sur mon bureau. Un jour, il me dit, c'est quoi ça et tout. Je dis, c'est Malcolm X, tu connais? Il me dit, ah ouais, c'est un acteur. Je dis, non, c'est pas un acteur. C'est pas le film de Denzel. C'est le film de Denzel avec Denzel Washington. C'est tiré de la vie de ce mec-là. Il dit, ah bon, et tout truc. Il dit, ouais, tu peux me le prêter? Je dis, non, si tu le lis, tu lis dans mon cours. Le mec, il l'a lu. Il l'a lu. À chaque fois, il arrivait à l'heure. Il lisait le bouquin, il était à fond dans le bouquin. Et à la fin, on s'est vu pendant 6 mois. Il m'a remercié comme jamais. Et tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est juste qu'on met pas ça dans la tête des petits peu. C'est pour ça que là, je suis en train de me battre pour faire rééditer ce bouquin-là. Ok. En français. Qui est plus du tout édité là. Hein? Là, on peut plus le trouver là. Il est introuvable depuis 80. Il n'a pas été réimprimé depuis je sais plus quelle année, fin des années 90. Et tu sais pour quelle raison? Non, je ne sais pas pour quelle raison. Ok. Ok. Et nous, on a un site qui parle de musique, mais qui parle aussi de mode. Et toi, tu nous as dit tout à l'heure, je suis acteur, comédien, etc. Tu as oublié un truc, c'est que tu as une marque de vêtements qui s'appelle Galvanized. Comment tu peux nous en parler du projet, nous dire sur quoi c'est construit, ce qu'on peut trouver et où on peut En fait, trouver. Galvanized, déjà, c'est pas de la mode. Ouais. Parce que la mode, c'est un mot fort. Et je sais très bien ce que je fais. Ouais. C'est-à-dire que moi, je fais du prêt-à-porter, Ouais. avec des codes très hip-hop. Sauf que j'ai pas les mêmes codes que tout le monde dans les hip-hop. C'est-à-dire que moi, ma marque, il n'y a pas écrit un gros truc dessus. Je prends pas les gens qui aiment mes vêtements pour des panneaux publicitaires. Voilà. Il y a une espèce de philosophie, c'est-à-dire que la pilule rouge s'est inspirée de Matrix et de Morpheus qui propose à Neo la pilule rouge ou la pilule bleue. La pilule bleue étant de rester dans l'illusion de la vie, la pilule rouge c'est de voir la vie telle qu'elle est, donc moi c'est la pilule rouge. Donc ça reste cohérent avec tout ce que je fais en musique. Et voilà, j'essaie de faire des produits de qualité déjà, de les vendre moins cher que la plupart des rappeurs qui ont une marque, avec une qualité vraiment, vraiment bien quoi. Des belles coupes bien faites. Et voilà, ça fait 4 ans qu'on travaille dessus. Il y a plein de gens qui m'ont demandé de distribuer la marque. J'ai tout refusé parce que je veux quelque chose d'exclusif et je veux avoir vraiment les rênes du truc. Et ça se passe très très bien, ça marche très très bien. Et voilà. Ok, donc ça se trouve sur internet. Ça se trouve sur internet, sur galvanized.fr.
Et de temps en temps au Citadium, Ouais. on fait des collections éphémères, d'ailleurs on en prépare une. Et mais voilà, c'est-à-dire que pour que je puisse travailler avec des gens, parce qu'on me propose des gros trucs et tout, mais il faut juste que les gens ils aient la même philosophie que moi sur le truc. Et c'est comme ce que je fais en musique, pas prendre les gens qui achètent des trucs pour des cons, pas être dans un cynisme dégueulasse, voilà, essayer de faire un truc bien quoi. Ok, du coup, allez, on parle de l'actu. Mhm. Rap Machine, ça sort le 1er juin. Nous, on a eu l'occasion d'écouter et on peut le dire, c'est vraiment très bon, donc c'est cool. Merci. C'est dans la lignée de tout ce que tu as fait avec. C'est peut-être plus fort que la trilogie Lucide. Mhm. Et donc voilà, c'est comment tu l'as travaillé cet album-là. Parce qu'en gros, il y a des choses même qui reviennent du Poisson Rouge. Mhm. Ah oui, Tu vois, bien sûr. dans la force, dans l'impact. Mhm. Comment toi, c'était. En fait, ça a été l'album le plus dur à faire. Ouais. C'est un album particulier parce que c'est mon 10e album, qui avait une volonté au départ d'être très minimaliste dans les choix d'instru. Et ce qu'appellent les Américains le dumb down, c'est-à-dire, quand ils disent ça, c'est-à-dire que c'est rabaisser ton niveau de texte pour être plus accessible. Pas plus accessible dans une notion de vendre plus de disques, plus accessible pour être mieux compris. Donc vu que la trilogie Lucide, il y avait quand même un niveau qui était un peu plus poussé au niveau des textes, je voulais garder le fil conducteur de mon message principal, tout en étant plus accessible. Ça, c'était la forme. Au niveau du fond, je voulais, sur Rap Machine, raconter la puissance du rap, ce que m'a apporté cette musique-là dans mon adolescence, sans faire un disque nostalgique et passéiste. Donc tu vois, à chaque fois, il y a des nuances. Ça, c'était la volonté de départ. Donc revenir à une énergie adolescente, sans faire un truc nostalgique. Et c'est exactement ce que j'ai cherché à faire, et je pense avoir réussi à faire sur Rap Machine. C'est-à-dire qu'il y a des titres comme Bitches, où je parle de mon rapport aux meufs quand j'étais adolescent. Il y a Arrête la voiture, où je parle de cette espèce d'aspiration de la délinquance. Il y a des titres comme Un jour j'ai fait un tag, qui parle de ma première expérience au niveau du tag, on en a parlé tout à l'heure. Et en même temps, tu as des titres comme Automoto, voilà, où c'est un titre juste ça rappe avec un délire qui veut rien dire du tout. Des titres que j'avais pas fait depuis longtemps. Des titres gimmicks, j'en ai pas fait depuis longtemps. Tu vois, il fallait toujours qu'il y ait un truc. Abuseur, pareil. Abuseur, c'est le retour de This is la peste, qui fait des textes où je fais des portraits réels. Chaque portrait dans Abuseur, c'est des gens que je connais, ou c'est des gens que j'ai rencontrés, et j'en parle de manière humoristique, mais avec un fond quand même. Pas faire des blagues pour faire des blagues. Un nouveau bête de bombe aussi. Nouveau bête de bombe, normal. Un nouvel album, donc un nouveau bête de bombe. Et donc Rap Machine, c'était tout ça. Ouais. Et donc en gros, c'est comme si Rap Machine, c'était une photo de mon adolescence. Mais la photo, elle a été prise avant et tu la regardes maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est quand même un disque contemporain. C'est quand même un disque d'aujourd'hui, mais qui puise son énergie, son esthétisme dans les années 90. Ok. Pour ça que sur la pochette, il y a mes deux gosses parce qu'ils ont l'âge que j'avais à l'époque où j'ai trop aimé le rap. En même temps, tu as une voiture rétro, mais j'ai ce bijou que j'ai créé avec un ami qui donne un côté futuriste. Tu vois, c'est un espèce de nuancier en fait. Le Rap Machine, c'est un nuancier qui parle du rap en général en fait. Ok, d'accord. Et est-ce que tu as d'autres actus là en ce moment? Tu es à fond dans la musique ou tu vas faire un peu de théâtre, au cinéma ou de Non, là j'ai juste préparé un gros concert autour de Malcolm X pour les 90 ans de Malcolm X. Il y a Youssoupha dedans. Il y a Youssoupha, Lino, Kerry, Kazé, Fada Freddy, Imani, Medine, Tiers-Monde, Silla, Sean. Qui j'ai oublié? J'ai dû oublier quelqu'un. Qu'on me pardonne si j'ai oublié quelqu'un, mais du très beau monde. Et c'est quand ce concert? C'est le 19 mai. Ok. C'est le 19 mai. Très bien. Et ok, bah écoute, merci beaucoup. Bah, merci à toi. C'était cool. C'était cool aussi. Okay. Bonne question, t'as bien travaillé. Putain. Merci. Ouais, je connais un petit peu le... Ah oui, ça se voit, oui.